Le Royaume-Uni quittera l'Union européenne dans quelques années car le Premier ministre David Cameron ne parviendra pas à négocier un accord avec ses partenaires continentaux, prédit Nigel Farage, chef du parti britannique pour l'indépendance. La chancelière allemande Angela Merkel a tenté de calmer les esprits à Davos et a plaidé pour un compromis. David Cameron a exprimé le souhait de réformer beaucoup de choses dans l'Union européenne. Nous sommes contraints de discuter ce sujet avec la Grande-Bretagne. Nous ferons en sorte de trouver des compromis et il appartient à David Cameron de se prêter au jeu. Mais je tiens à vous rassurer, à ce jour, l'Angleterre fait toujours partie de l'Union europééenne. Étrange atmosphère au 43e Forum économique mondial de Davos. Le monde va mieux, mais il risque d'aller bien plus mal. Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, résume le sentiment général avec sa formule « ça passe ou ça casse ». Les États-Unis et la Chine repartent, l'Europe a évité le pire. Mario Draghi n'exclut pas une reprise à la fin de l'année. Mais la finance reste malade, la guerre des monnaies menace, les politiques risquent de relâcher les efforts pourtant nécessaires. Le message est limpide. Si 2012 a été l'année de la relance de l'euro, 2013 pourrait être celle de sa rechute si les réformes de fond ne sont pas accomplies. Le risque de fragmentation demeure, dit Draghi, ce qui n'est pas rien dans la bouche d'un banquier central. La chaîne américaine de café Starbucks a menacé de suspendre des millions de livres d'investissement au Royaume-Uni. Elle s'estime injustement critiquée par le Premier ministre David Cameron à propos de ses pratiques fiscales. Starbucks avait confirmé qu'elle n'avait pas payé d'impôt sur son chiffre d'affaires de 400 millions de livres au cours des 3 dernières années, mais elle s'est justifiée en soulignant qu'elle ne faisait pas de bénéfices alors qu'elle emploie environ 9000 salariés et que son action a pris près de 5% au Nasdaq vendredi dernier. Aujourd'hui, la multinationale a jeté son dévolu sur la France. La chaîne de café américaine n'en finit plus d'inaugurer ses enseignes parisiennes. Prochaine étape, la butte Montmartre à Paris, quartier historique et traditionnellement protégé. Mot d'ordre, pas de place ici pour le capitalisme. Et si on quittait un peu l'univers abstrait de la finance pour revenir à du concret, on va parler de l'or aujourd'hui dans Focus Eco avec notre experte Sandrine Ouria-Aron. Alors l'or qui, Sandrine, traverse les âges, les millénaires et qui trouve finalement toujours sa place dans notre économie moderne. Tout à fait. Donc tout d'abord l'or, c'est toujours la valeur refuge. Quand il y a des crises, quand le marché va mal, les gens vont toujours se réfugier sur l'or. Cependant, il faut rappeler que l'or était l'élément central du système monétaire international jusqu'à l'effondrement du système de parité en 1973. Absolument, en 1973. Depuis, l'or reste quand même donc la valeur refuge. Depuis l'or, reste quand même la valeur refuge. Et il faut rappeler que le FMI, le Fonds monétaire international, détient quand même aujourd'hui 146 milliards de dollars en or. Donc, et d'ailleurs, on a une idée, une estimation de la valeur en or qui accourt aujourd'hui dans le monde entier? Oui, on parle de 164 000 tonnes d'or qui sont dans le monde entier. Donc il faut savoir que l'or, en fait, est un élément qui ne se détruit pas, qui est réutilisable à l'infini. Depuis le début de l'humanité, 164 000 tonnes d'or. Il y a de l'or qui est extrait au fur et à mesure, mais l'or qui a été extrait au départ existe encore et se perpétue. Et au niveau de la production, cet or, il vient toujours d'Afrique du Sud ? Alors, dans les années 80, effectivement, l'Afrique du Sud était le premier producteur de l'or au monde. Aujourd'hui, la moitié de la production. La moitié de la production. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud n'a plus cette place. Elle est passée à la 5e place, derrière la Chine, derrière l'Australie, derrière beaucoup de pays. Donc on retrouve la Chine. Voilà, toujours. Et au niveau de la demande, comment ça se répartit entre le stockage, la joaillerie, l'industrie même ? Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir que jusqu'en 2000, l'or était demandé pour les bijoux, représentait 95% de la demande de l'or. Aujourd'hui, depuis l'année 2000 jusqu'en 2010, on est passé donc de 95% à 62%. Oui. Donc, le reste est utilisé dans l'industrie et énormément aussi dans les banques centrales. Les banques centrales de chaque pays veulent avoir leur réserve d'or. Donc, ce sont les grands demandeurs d'or aujourd'hui et puis les spéculateurs. Et comment justement évolue cette demande? On imagine qu'en temps de crise, la demande augmente, donc les prix aussi? Oui, tout à fait, effectivement. Donc on a vu une flambée assez impressionnante du prix de l'or qui est passé il y a, on va dire, 7-8 ans. Moi je me rappelle, on était à 480 $ pour l'once d'or quand je commençais à regarder, à m'intéresser. Et puis on a atteint des niveaux presque de 2000. Aujourd'hui, on s'est un petit peu restabilisé dans les 1500, 1600. Mais effectivement, la spéculation a fait flamber le cours de l'or. Et c'est à cause de la crise, selon vous? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui influe maintenant sur le cours de l'or?
La hausse de l'or, elle est soutenue par les banques centrales, premièrement? Oui, tout à fait, par les banques centrales. Ce qui est aussi très important au niveau du cours de l'or, ça va être le dollar. Donc l'or est en dollars. Lorsque le dollar se renforce, automatiquement, le prix de l'or va baisser. Puisque, en fait, les gens, quand le dollar est faible, donc l'or devient bon marché relativement. Donc les banques centrales européennes, etc., vont acheter de l'or. Quand le dollar est fort, ça va avoir une influence négative sur le cours de l'or. Donc l'or reste calqué sur le dollar. Est-ce qu'il y a de nouveaux acteurs qui influent aussi sur les prix? Principalement donc les spéculateurs. Aujourd'hui, la spéculation, c'est devenu quelque chose de très important au niveau de l'or. Donc voilà, banque centrale, spéculateurs et un petit peu d'industrie. Sandrine, une question. Comment investir aujourd'hui dans l'or? Donc il y a plusieurs possibilités, vous avez en fait 3 possibilités. L'or physique, lingots, pièces d'or que vous pouvez acheter, puis garder, mettre dans votre coffre où vous voulez. Après vous pouvez acheter des contrats sur l'or, donc les fameux lingots d'or qui se traitent en bourse. Donc c'est des contrats qui sont détenus sur votre compte en banque. Et puis après vous avez des fonds. Vous pouvez acheter, et des sociétés minières. Donc en fait, l'exploitation, donc des sociétés qui vont exploiter l'or, les mines d'or, qui en général sont corrélées en fait au cours de l'or. Et c'est une pratique qui est de plus en plus courante, selon vous? Absolument, absolument. Donc on voit. Les investisseurs vont un petit peu délaisser l'or physique pour acheter donc soit des titres, les lingots d'or, enfin l'or qu'on achète sur le marché, c'est plus risqué. Ou bien des sociétés minières. Oui, c'est moins cher, mais c'est plus risqué. Tout à fait. Et on passe au conseil du jour. Sandrine, le conseil du jour, est-ce qu'il faut investir dans l'or aujourd'hui? L'or qui se trouve entre 1600 et 1700, c'est un niveau qui est élevé, qui est à mon avis spéculatif. Donc si on veut faire de la spéculation, on peut. Mais si on veut être bon père de famille solide, ce sont des niveaux qui me paraissent un petit peu élevés pour entrer sur l'or aujourd'hui. L'or reste une valeur sûre, une valeur refuge. Merci Sandrine d'avoir été avec nous, malgré la dématérialisation de l'économie. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous. L'info continue sur Guisen TV.